Chaque année, nos étudiants obtiennent des résultats exceptionnels grâce à une approche unique. Tout d'abord, avec nos préparations, vous gagnez du temps. Nos supports de cours sont rédigés dans un style direct et nos vidéos thématiques suivent un format court et dynamique. Nous proposons également des cours comme les lives d'entraînement ciblés qui ont vocation à développer vos réflexes sur les questions qui tombent régulièrement aux examens. Ensuite, la méthodologie et les entraînements sont au cœur de notre pédagogie. Grâce à nos cours de méthodologie, vous apprenez à mobiliser efficacement vos connaissances face à des formats d'épreuves spécifiques. Le cas pratique pour l'épreuve de droit par exemple. Chaque examen blanc est également suivi d'un séminaire de correction animé par un enseignant en live, ce qui vous permet de poser des questions en direct. Effectivement. Enfin, notre préparation est individualisée. Étudiants, salariés, stagiaires en fin d'études, le profil des candidats est varié. Chaque étudiant appelle donc à une préparation qui lui est spécifique. C'est la raison pour laquelle chacune de nos préparations est accompagnée de corrections individuelles de copies en vidéo qui vous permettent de comprendre précisément vos points forts, ainsi que les erreurs qui vous font régulièrement perdre des points. L'ensemble de ce dispositif pédagogique permet à nos étudiants d'obtenir des résultats sans équivalent. À très bientôt chez ProConta. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce grand live ProConta qui s'adresse aux candidats qui passent le DSCG dans 6 mois. En octobre 2025, avant de me présenter, j'aimerais que vous le fassiez dans le chat. J'espère que vous m'entendez bien déjà, que vous me voyez bien, que tout fonctionne. N'hésitez pas à me le dire, à me confirmer ces informations sur le chat. Et n'hésitez pas, voilà, à vous présenter, à me dire qui vous êtes. Si vous avez déjà peut-être passé les épreuves du DSCG, où est-ce que vous en êtes dans vos révisions. Je salue peut-être quelques étudiants de ProConta qui prennent un petit peu du temps pour regarder sur leur pause déjeuner ce live. Mais voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire un petit peu voilà, qui vous êtes dans le chat, d'où vous nous regardez, quels yeux vous présentez cette année, si vous êtes comptable, assistant comptable, ou d'autres métiers, si vous travaillez en entreprise, en cabinet, enfin voilà. N'hésitez pas vraiment à utiliser le chat pour vous présenter, pour me dire un petit peu qui vous êtes afin que je puisse mieux vous connaître. Bien évidemment, utilisez le chat pour poser toutes vos questions sur le DSCG, l'examen, le planning, ProConta. Je scrute vos questions sur ma droite et j'y répondrai bien évidemment de vive voix. Je ne suis pas seul comme à chaque fois puisqu'il y a un autre membre de l'équipe de ProConta qui est sur le chat et qui pourra rebondir sur vos questions, sur vos voilà, sur vos retours. Il s'agit de Léna qui voilà, est sur le chat et qui pourra répondre à toutes vos questions. Et si jamais vous souhaitez, voilà, je vous le dis maintenant, en savoir plus sur ProConta, comment on accompagne nos élèves sur nos préparations du DSCG, quels sont nos plannings, nos programmes de révision, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Mais si vous souhaitez en discuter de vive voix, dans le détail, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nos conseillers, avec Léna qui est sur le chat d'ailleurs. Vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir un créneau d'une demi-heure avec nos conseillers qui pourront répondre de vive voix à toutes vos questions dans le détail et qui pourront surtout écouter votre projet professionnel, votre projet de révision et vous guider, vous aiguiller de la meilleure des façons pour ces mois des prochains mois de révision. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois, je termine à vous présenter sur le chat, à me dire si tout est OK pour vous. Et en attendant, eh bien, je peux me présenter. Je m'appelle Thomas, je suis le directeur de formation de ProConta. ProConta, qui, je le rappelle, est un organisme de formation entièrement à distance qui accompagne les candidats aux examens de comptabilité du DCG, au DSCG et au DEC également. On prépare à toutes les épreuves sur plusieurs années parce que ce sont des examens et des préparations qui sont longues, qui sont fastidieuses, avec des programmes qui sont très denses, très techniques. Et donc, nous, notre obsession, notre objectif chez ProConta, eh bien, c'est de proposer aux candidats la meilleure préparation possible à distance pour que vous puissiez réussir eh bien, ces examens qui sont exigeants. Et là, aujourd'hui, eh bien, on est dans une période charnière, cruciale pour les candidats qui préparent le DSCG pour cette session de 2025, puisqu'on est à 6 mois eh bien, de la date des épreuves. Je vous l'ai mis, hein, c'est les épreuves écrites du mois commencent le 21 octobre. Là, on est le 23 avril, donc ça fait quasiment 6 mois pile, pour pouvoir vous préparer efficacement à ces épreuves. On va parler du coup stratégie,
organisation de vos révisions, comment essayer d'aborder ces 6 mois qui vous séparent de l'examen pour essayer d'avoir un plan d'attaque qui reste efficace, que vous allez pouvoir tenir sur ces prochains mois de révision. Voilà, je regarde s'il y a des premières questions, mais je ne crois pas. Voilà, on va pouvoir commencer. Juste des petites techniques. Voilà, donc je voulais reprendre un petit peu déjà en guise d'introduction le calendrier du DSCG 2025. Alors voilà, oui, c'est bon. Il y a juste une petite manip technique pour que je puisse voir vos premières questions sur le chat. Donc voilà, j'avais pas les premiers retours, mais c'est bon. Je vois que Léna est également sur le chat et elle vous a salué. Donc on est bon. Mais effectivement, il y avait juste un petit problème technique et je vais pouvoir voir les premiers commentaires sur le chat. Alors, bonjour Marie, désolé, voilà, effectivement, je viens de voir vos commentaires. Bonjour Marie, bonjour Kevin, salut Axel, Cécilia, Van, Nicolas, Fortune, Rebecca. Ah bah super, voilà, c'est bon, je vois enfin les commentaires. Bienvenue à vous sur ce live et merci de prendre un petit peu de temps sur votre pause déjeuner pour m'écouter. Diplômé d'un Master CCA depuis juin 2024 et Axel commence ses révisions en mai pour les UE1 et UE4. Effectivement, je pense que on va avoir beaucoup, et moi je le vois sur nos élèves de ProConta, il y a beaucoup de candidats au DSCG qui sortent d'un Master CCA ou un autre type de master, mais c'est vrai que le Master CCA revient quand même très fréquemment. Et une grosse majorité de fait de candidats ont des dispenses sur les épreuves du DSCG, mais sont obligés de passer la 1 et la 4 qui sont des épreuves qui sont obligatoires et qui ne sont pas assujetties à des dispenses. C'est l'UE de droit et l'UE de compta. On va y revenir juste après. Bonjour Magali, bienvenue et je vais pouvoir poursuivre effectivement cette introduction, comme je le disais, quelques rappels très brefs sur le calendrier du DSCG 2025, puisque là on parle de 6 mois pour réussir, donc on a une échéance à tenir. Donc je rappelle un petit peu le déroulement des épreuves. Donc ça commence le mardi 21 octobre. Donc je vous remets, vous pouvez d'ailleurs télécharger, petite parenthèse, le support de ce live pour retrouver toutes les informations que je vais vous divulguer, je vais vous afficher sur cette présentation avec les dates importantes, des statistiques, les taux de réussite, etc. Et donc voici très brièvement un rappel sur le calendrier des épreuves qui vous attend en octobre prochain. Ce que je veux vous dire via cette slide, c'est que c'est une semaine qui est très chargée, notamment pour les candidats qui passent toutes les UE, ne serait-ce que même 3 ou 4 UE. Ça s'enchaîne vite, c'est très dense. Il y a des journées qui sont fatigantes, qui sont usantes. Et il y a beaucoup de candidats qui enchaînent les journées et les épreuves. Et au-delà de la préparation mentale, il y a aussi la préparation physique, parce que enchaîner des épreuves de 4 heures, mettre dans une même journée, ça peut être assez éprouvant. Et on va voir comment s'y préparer. En tout cas, chez ProConta, on a évidemment cette préparation pédagogique entre guillemets spécifique sur certaines UE, mais on prépare également les élèves à se projeter sur les épreuves. Préparation aussi, on fait du coaching pour justement essayer de tenir sur la longue pendant toutes ces journées et cette semaine de révision. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des épreuves qui sont assez longues, 3 heures, 4 heures. On n'a parfois plus trop l'habitude de s'enfermer dans des salles d'examen pendant aussi longtemps. Et donc voilà, vous allez enchaîner toute la semaine. Voilà, sur notamment la journée de mardi, vous enchaînez toute la journée, vous commencez à 9h30, vous finissez à 18h avec un petit temps de pause, mais ça s'enchaîne très rapidement. Nous, régulièrement, on va voir nos élèves à la sortie des examens. Alors nous, on est situé à Paris, donc on va au SIEC, mais on est là pour les rebooster et on voit que ils en ont vraiment besoin parce que ils enchaînent vraiment des tunnels assez éprouvants. Donc voilà un petit peu le rappel du calendrier. Vous pouvez pas encore vous inscrire à l'examen officiel, c'est normal puisque les inscriptions ne sont pas ouvertes. Elles ouvriront le 2 juillet, donc faut pas louper le coche. Vous aurez tout l'été pour vous inscrire officiellement en ligne. Tout se passe sur Cyclade. Votre inscription pour le DSCG. Donc ça, prenez le temps de le faire cet été. Ça serait dommage de vous préparer pendant 6 mois et de ne pas vous inscrire aux examens.
Je termine donc ce petit panorama des épreuves du DSCG. Donc il y a 7 épreuves, donc avec une facultative en plus. Comme je vous le disais, ce sont des épreuves qui durent entre 3 et 4 heures. Avec un coefficient qui varie également, pareil pour les crédits ECTS. Une épreuve orale, c'est l'épreuve d'anglais, l'anglais des affaires, UE6, qui dure 30 minutes, et le mémoire, où vous aurez une partie orale avec la soutenance, mais bien évidemment le mémoire qu'il faudra rendre à la fin du mois d'août. Il y a déjà eu l'agrément qui est passé, et là, les candidats, je crois que certains ont déjà reçu leur réponse d'agrément et vont pouvoir se mettre à la rédaction et le mémoire qu'ils devront rendre jusqu'à la fin du mois d'août. Donc voilà à peu près un panorama des épreuves. Donc pour vraiment les novices, ceux qui ne connaissent pas encore le diplôme du DSCG, ça traite quand même beaucoup de sujets. Il y a une épreuve de droit, une épreuve de finance, il y a du management, du contrôle de gestion, de la compta avec de la conso, des choses quand même très techniques, des systèmes d'information, de l'anglais, un mémoire. Donc voilà, c'est un diplôme qui forme les futurs experts comptables sur différentes thématiques qui englobent vraiment le métier et qui va vous ouvrir derrière pas mal de portes pour pouvoir évoluer professionnellement. Alors soit vers le métier d'expert comptable et CAC, mais vous pouvez aussi vous tourner vers du contrôle de gestion, vers de l'audit, vers du conseil. Ça, vraiment, il y a énormément d'opportunités, de débouchés avec le DSCG en poche. Et c'est vraiment un diplôme qui va vous permettre voilà, encore une fois, de vous ouvrir beaucoup d'opportunités professionnelles et qui est très reconnu aujourd'hui dans le secteur de la compta. Donc voilà. Un petit mot sur le taux de réussite que je voulais vous partager, puisque le rapport du jury, le dernier rapport du jury de 2024 est sorti il n'y a pas longtemps. Ça faisait longtemps qu'on attendait un rapport du jury, puisque l'année dernière, on n'en avait pas eu. Enfin, en tout cas, il vient de sortir et ils se sont rattrapés sur 2023. Mais le rapport du jury de 2024 vient de sortir. Et donc, je voulais vous partager les dernières stats à jour. Pardon, donc c'est bien 2024, hein, je suis désolé, c'est pas 2022, les chiffres sont à jour, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, hein, j'ai bien pris les derniers chiffres de 2024, donc ne faites pas attention au tableau, hein, c'est pas 2022 mais 2024, et donc on voit comme souvent qu'on a quand même des taux de réussite sur les épreuves écrites du moins qui sont relativement bas, notamment sur les UE 1 et UE 4, hein, les UE où il y a plus de candidats, ce sont les UE les plus redoutables et les plus redoutés, avec des taux de réussite qui tournent autour de 25-30%, 35% pour l'UE 4 l'année dernière, avec une grosse baisse sur l'UE 1, hein, 26% en 2024, il y avait eu 45% en 2023, donc quand même une grosse chute sur l'UE 1. C'est un peu mieux sur la finance, 30%, il y avait eu une année quand même très difficile en 2023, à 15% de taux de réussite, je crois que c'est quasiment du jamais vu, c'est très très faible en 2023, donc c'est un petit peu mieux, bon, tout est relatif, hein, mais sur 2024, mais voilà, en tout cas, ce que je veux vous dire via ces taux de réussite, c'est que ça reste des épreuves qui sont exigeantes, qui sont techniques, où il y a un taux de réussite quand même qui est très faible, qui plus est sur l'UE 1 et l'UE 4, et donc qui demande une préparation méthodique, qui demande un temps de préparation qui est assez considérable, et donc il faut s'y préparer avec méthode, il faut se dégager du temps pour réviser, et notamment pour ne pas faire d'impasse sur le programme qui est quand même très vaste, qui est très dense, comme je vous le disais. Je pense notamment à l'UE 1. Il y a énormément de choses à avaler. C'est très lourd. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de notions. Et donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer, hein, il est encore temps de voir l'entièreté du programme sur toutes les UE. Même si vous passez toutes les UE cette année, c'est avec la bonne préparation et avec la bonne méthode. En tout cas, c'est la façon dont on accompagne nos étudiants chez ProConta. C'est encore possible de voir toutes les notions au programme pour être prêt en octobre prochain. On le voit, hein, sur les épreuves orales.
il y a un taux de réussite qui est un peu supérieur, notamment en anglais, le mémoire, c'est pas quelque chose qui est très problématique, mais quand même, on sent, et si vous lisez le rapport du jury, qu'il y a encore quelques lacunes, notamment en anglais, sur l'expression, des choses franchement hyper basiques, sur lesquelles on peut se faire piéger, et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner, notamment à l'oral. Il faut s'entraîner à soutenir son mémoire, et ça, encore une fois, c'est une méthodologie qui est bien spécifique et qu'on apprend chez ProConta. Au niveau de la répartition des notes, donc je poursuis les informations qu'on nous a, que vous pouvez voir sur le rapport du jury, le dernier. Au niveau de la répartition des notes, donc au-delà du taux de réussite, on voit que la part des notes éliminatoires, c'est-à-dire qu'une note inférieure à 6 sur 20, eh bien, ça élimine temporairement le candidat. Ça veut pas dire que vous êtes blacklisté du DSCG, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas compenser avec les résultats obtenus sur les autres. Si vous avez obtenu un 8 sur 20, vous pouvez conserver cette note et éventuellement avoir une stratégie de compensation de notes en vous disant, bah voilà, je vais passer MSI, je vais passer l'anglais, je vais essayer d'avoir 15-16 pour essayer de compenser mon 8. En revanche, si vous avez 5 sur 20, vous êtes obligé de repasser l'UE en question. Et ce qu'on constate, du moins sur l'examen de l'année dernière, en 2024, c'est que notamment pour l'UE1 et l'UE4, il y a quand même un quart des notes qui sont éliminatoires. Un quart des candidats ont eu moins de 6 sur 20 et donc sont obligés de repasser ces épreuves. Ce qui confirme que notamment ces deux épreuves sont très difficiles. Et donc, vous verrez sur le rapport du jury, il y a pas mal de commentaires et de retours assez intéressants. Encore pas mal de lacunes sur les bases en compta, sur la méthodologie juridique encore qui n'est pas acquise, et d'où la nécessité, c'est ce que je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire, de se préparer avec méthode. Alors, quelques rappels pour terminer cette introduction, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, de candidats qui viennent me voir et qui me disent est-ce que mois d'avril, c'est pas trop tard parce qu'il y a la période fiscale, donc c'est le rush, j'ai l'impression d'avoir pris du retard quand je me compare à d'autres personnes, etc. Est-ce que c'est toujours, est-ce que j'ai toujours le temps de me préparer efficacement à 2, 3, 4, 5 UE et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que en commençant dès maintenant, vous n'êtes pas en retard. Il faut pas regarder le temps que vous avez laissé derrière vous. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont commencé leur révision au mois d'octobre, au mois de novembre. Je sais qu'il y a eu la période fiscale et c'est pas forcément la meilleure période pour se dégager du temps sur les révisions du DSCG, mais c'est évidemment possible de commencer maintenant vos révisions du DSCG, même si vous avez 4-5 UE à réviser, et de faire le tour du programme et de ne pas prendre de retard. Il va falloir organiser vos révisions, en tout cas c'est ce que je dis à nos élèves, en 3 étapes. En tout cas, nous, notre préparation, elle se construit en 3 étapes. Il y a même une 4e étape que je vais vous expliquer, mais grosso modo, il faut se dire que la première étape, elle commence dès maintenant et jusqu'au mois de juin. Ça va être tout le travail préparatoire qui va principalement être consacré à la partie notionnelle. C'est ce qu'on appelle l'acquisition des connaissances. Avant de foncer tête baissée sur les annales, la pratique, les exercices, il va falloir constituer cette base de connaissances, éventuellement refaire des remises à niveau s'il y a des lacunes à combler sur le droit fiscal, sur la conso, etc. C'est des notions qui sont peut-être vieilles pour vous. Il va peut-être falloir faire des remises à niveau sur certains points clés du programme. Donc il va falloir balayer vraiment ce travail préparatoire qui, je pense, est nécessaire. Et je vois beaucoup de candidats qui se pressent parce que justement, ils pensent qu'ils ont beaucoup de retard à rattraper et donc du coup, ils se mettent tout de suite, ils brûlent en fait les étapes. Ils se mettent tout de suite sur les annales, les épreuves blanches. Ils veulent tout de suite faire des exercices alors que on peut prendre ce temps préparatoire et qui est hyper important pour déjà essayer de se faire un planning de révision, mais surtout pour regarder toute la partie notionnelle avant
de passer à la pratique. Vous ne pouvez pas commencer un sujet d'anal si vous n'avez pas la bonne méthodologie. Je pense notamment à la méthodologie juridique qui est primordiale. Et ça, si vous n'avez pas cette méthode, vous ne pouvez pas passer à l'étape 2. Donc, prenez le temps pendant 2-3 mois de construire votre méthodologie, d'acquérir toute la partie notionnelle, l'acquisition des connaissances. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer à la pratique. Et ça, c'est généralement cet été. Vous aurez terminé la période fiscale, l'intensité, disons, à votre boulot va un peu baisser. Tout est relatif, encore une fois. Mais prenez ce temps pour passer à l'entraînement. On va évidemment continuer la partie notionnelle, mais c'est à partir de le mois de juillet, à partir de cet été, qu'il va falloir commencer les exercices pratiques, commencer les sujets d'anal, les épreuves blanches, les contrôles, se mettre en condition pour que, à la rentrée, entre septembre et la mi-octobre, vous puissiez aborder votre rentrée sereinement et qu'on puisse faire des dernières couches en fait d'entraînement, et on va aller sur de l'approfondissement. On va vraiment essayer de faire et de refaire des exercices sur des choses qui vous posent encore des difficultés. Donc voilà, grosso modo, si je devais résumer un petit peu les étapes, en tout cas, notre préparation. Première étape, consolidation des connaissances notionnelles, entraînement, et ensuite, approfondissement. On va vraiment refaire encore une fois les choses qui nous posent des difficultés, on va poser nos questions, etc. Et comme je vous le disais, il y a même une quatrième étape à prendre en compte, c'est la semaine d'examen. Pour moi, c'est vraiment une étape à part entière où il faut pouvoir se relancer après chaque épreuve, entre chaque journée et même entre chaque question le jour J. Et donc, il faut aussi, durant cette semaine d'examen, pouvoir se remobiliser pour pouvoir bien enchaîner les épreuves. Même si vous êtes planté en fait sur une UE le matin ou la veille, il faut tout de suite pouvoir rebondir et ne pas se laisser envahir par des pensées toxiques en disant c'est bon, j'ai foiré la compta, j'ai foiré mon DSCG. Non, il va falloir se remobiliser pour rebondir et ne pas se foirer sur les prochaines épreuves qui suivent. Parce que si vous passez la finance, c'est la première épreuve que vous passez le mardi matin. Si vous vous plantez, vous sortez, vous êtes démoralisé, c'est pas perdu. Il y a d'autres épreuves derrière. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous planter sur les autres épreuves. Donc, pareil, encore une fois, cette semaine est vraiment hyper clé et il y a plein de choses à préparer pour être efficace sur cette dernière étape. Et donc, il faut être extrêmement motivé. La motivation, vraiment, je ne vais pas vous cacher que c'est pas sur le papier en disant ouais je suis motivé pour passer le DSCG. Non, il faut vraiment montrer de la motivation et rester concentré durant les épreuves le jour J. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire, pour vous rassurer aussi, c'est que on a fait une grande enquête. On fait une grande enquête chaque année sur les candidats du DSCG. Et ce qu'on constate, c'est que en fait, il y en a beaucoup qui travaillent en cabinet, qui travaillent en entreprise, en tant que comptable, en tant qu'assistant comptable. Il y a cette fameuse période fiscale qui termine mai-juin, à peu près. Et donc, en fait, entre février et juin, les candidats au DSCG qui bossent en parallèle, ils n'ont pas de temps à dégager pour les révisions du DSCG. Ils ont tellement une vie professionnelle qui est hyper dense. Ils terminent tard le soir. Ils sont vraiment sous l'eau avec le boulot, qu'en fait la dernière chose qu'ils ont envie de faire en rentrant chez eux ou même le week-end, c'est de bosser le DSCG. Et donc au final, ce qu'on constate en tout cas d'expérience, parce que ça fait un moment quand même qu'on accompagne les candidats au DSCG, c'est qu'il y en a pas mal qui commencent à réviser assez tard dans l'année, à partir du mois de juillet, à partir du mois de juin. Et ça, c'est les candidats qui réussissent, hein, vraiment les lauréats. Il y a beaucoup de lauréats qui commencent en fait à partir du mois de juin, juillet et qui réussissent. Donc en fait, c'est tout à fait possible de réussir le DSCG et même l'UE1 et l'UE4 en commençant même à partir du mois de juin et du mois de juillet. Là, on est au mois d'avril, donc autant s'y mettre dès maintenant. Il y a une question clé qui revient et qu'on me pose souvent de la part des candidats, c'est quel temps faut-il passer à réviser? Moi, je passe l'UE1 et l'UE4, combien de temps il faut que je dégage pour faire le tour du programme, etc. On
On a posé la question en fait à ceux qui réussissent, qui ont réussi dans cette fameuse grande enquête. On leur a posé cette question: combien d'heures par semaine travaillent ceux qui réussissent pour chaque UE? Et 3/4 des lauréats nous disent avoir travaillé un minimum de 6 heures par semaine. Alors après, ils étalent en fonction de leur planning. Généralement, c'est assez concentré sur le week-end et en soirée la semaine. Mais pour vous donner une idée, il faut au moins, pour chaque UE, dégager environ 6 heures par semaine. Donc, ça peut au moins vous faire une idée de la charge de boulot à anticiper sur ces 6 prochains mois. Et ensuite, il y a aussi une question qui est revenue assez souvent de la part des candidats, c'est combien d'entraînements en conditions réelles il faut faire? Combien de sujets d'anal? Combien d'exercices il faut faire? Ce que nous disent les lauréats, c'est qu'il faut avoir fait en gros 3 à 4 DSCG pour pouvoir vous présenter au vrai examen. Et d'ailleurs, en fait, il y a pas mal de candidats malheureux qui sont revenus nous voir après et à qui on leur a posé la question: bah alors, qu'est-ce qui a pêché rétrospectivement? Qu'est-ce que tu aurais changé à ta préparation? Et ils nous avouent que ils se sont pas suffisamment entraînés en conditions réelles d'examen. Ils n'ont pas fait assez d'anal, où ils n'ont pas pris le temps de regarder le corrigé, d'avoir eu des feedbacks sur leur travail, sur leur rendu. Et donc voilà, ils se sont pas assez projetés, ils n'ont pas assez travaillé en conditions réelles d'examen. Donc pour chaque UE, je pense que pour moi, idéalement, il faut avoir fait entre 3 à 4 devoirs en conditions d'examen. On va y revenir plus tard sur qu'est-ce que le conditions réelles d'examen. Et donc, on a aussi essayé d'analyser les raisons pour lesquelles les candidats au DSCG échouent. Et en gros, il y a 3 raisons principales. La première, c'est une mauvaise gestion du temps. C'est une mauvaise gestion du temps le jour J, mais également sur votre temps de préparation. Il y a énormément de candidats qui sortent des examens et qui viennent me dire: j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Parce que, en fait, j'ai mal su gérer mon temps. J'ai pas lu suffisamment les questions. Et en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions qui étaient faciles, mais que j'ai traitées trop tard. Et je me suis pris la tête sur des questions qui n'en valaient pas la peine. Et donc, il y a vraiment une gestion du temps qui est hyper importante pour rentabiliser vos points. En fait, si vous voulez juste avoir la moyenne, eh bien, il va falloir, focaliser son temps sur les points qui vont les questions qui vont vous rapporter le plus de points. Et donc, il faut pouvoir finir pour être noté sur 20. Combien de candidats sont revenus vers moi en disant j'ai fait ce que j'ai pu, mais dans tous les cas, je suis noté sur 15 parce que j'ai pas pu j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Et donc, un des gros challenges, ça va être d'aller vite sans faire d'erreur. 4 heures, ça passe très vite. C'est vrai que c'est pas facile de répondre à toutes les questions comme on aimerait y répondre. Et donc ça, comment s'y préparer? Il va falloir avoir une approche de façon tactique, c'est-à-dire que nous, on essaye d'entraîner nos candidats et nos élèves à traiter les questions faciles en priorité, celles qui vont vous rapporter le plus de points, et développer aussi des réflexes pour gagner du temps. Comment lire rapidement un sujet, comment lire et prendre connaissance rapidement des annexes, notamment je pense sur des sujets du E3, management et contrôle de gestion. Il y a beaucoup d'annexes, c'est dense, et donc il va falloir aussi prendre rapidement connaissance du sujet. Quelles sont les questions qui vont pouvoir me rapporter le plus de points? Et ça, voilà, c'est vraiment une méthode et des réflexes à acquérir dans le cadre de votre préparation. Deuxième erreur fréquente, c'est un manque de méthode. En fait, déjà, on ne révise pas les yeux de la même façon. Il y a une méthodologie qui est complètement différente selon les yeux que j'appelle littéraires, le lieu de droit par exemple, et les yeux plus techniques, lieu de compta. Il y a des yeux hybrides, lieu 3 par exemple, il y a un petit peu des deux. Et donc, les méthodos sont pas les mêmes. La façon d'approcher et d'appréhender les épreuves n'est pas la même. Il va falloir apprendre à synthétiser un cours, faire des fiches,
apprendre des techniques de mémorisation. La rétention de l'information est hyper importante. Encore une fois, je reprends mon exemple de l'UE de droit, l'UE 1. Il y a tellement de contenu à apprendre que c'est difficile de tout retenir. Et faut pas que vous reteniez bêtement. Faut pas apprendre par cœur toutes les notions de droit. Ce qu'on va chercher à vérifier le jour de l'examen, c'est que vous puissiez démontrer que vous sachiez bien répondre à la question et que vous ayez la bonne méthodologie juridique. Et ça s'apprend. Et si vous regardez des lives sur YouTube de Frédéric Bottaro, qui est notre enseignant référent sur l'UE de droit, eh bien vous verrez que la méthodologie juridique, il la transmet d'une façon très pédagogique. Et une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous pouvez dérouler votre programme de révision et enchaîner, mais tout par-delà. Et troisième raison pour laquelle les candidats échouent, en fait, c'est simplement une mauvaise maîtrise des attendus du programme et des connaissances associées. Et ça, le jury l'a redit dans son rapport de 2024. Et donc, moi, je reprends aussi les conseils du jury. Il va falloir anticiper sa préparation. C'est pour ça qu'on se parle maintenant. C'est pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui, on est en avril, pour éviter justement de devoir faire des impasses. Et je le répète, en commençant dès maintenant votre programme, c'est possible de ne pas faire d'impasse sur lieu 1, lieu 2, lieu 3, lieu 4, etc., etc. Et donc, il va falloir commencer par le début. Il va falloir reprendre le programme, le rapport du jury, qu'est-ce qu'on attend de moi, faire des annales, etc., faire des remises à niveau en reprenant les notions du DCG. Ça, on le propose à nos élèves. Et ne pas brûler les étapes. Parce que c'est hyper important de pouvoir s'auto-évaluer et de reprendre des notions qui ne sont pas claires pour vous. Dieu sait qu'il y en a un bon nombre sur les yeux du DSCG. Voilà. Après, on a posé pas mal de questions dans le cadre de cette grande enquête. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile le jour J? Pareil, donc en fait, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire sur le fait que la gestion du temps soit problématique, la technicité des questions soit compliquée, la méthodologie, etc. Et donc, voilà, une fois qu'on s'est dit ça, il va falloir se fixer des objectifs à partir de maintenant que vous allez pouvoir tenir. Et donc, pour ce faire, je vais quand même regarder, pardon, avant de parler des objectifs, j'ai juste jeté un coup d'œil sur le chat pour voir s'il n'y a pas des questions. Mais j'ai l'impression que ça va. Cécilia, ça va, vous avez pris rendez-vous avec Léna, c'est super. Non, Van, pas forcément en cabinet. Pas forcément en cabinet. Vous pouvez faire votre mémoire, même si vous évoluez en entreprise. Rebecca, pour la fiche d'agrément, pour le mémoire, si vous souhaitiez me soutenir, en tout cas sur cette session 2025, c'est passé. C'était en avril. De mémoire, c'est le 9 avril. Donc pour l'agrément de cette année, pour le DSCG, c'est passé. Donc voilà. Maintenant, les candidats sont sur la rédaction et la prochaine étape, ça va être de rendre l'écrit, votre mémoire, d'ici la fin du mois d'août. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions si jamais j'ai oublié des choses ou à rebondir sur ce que je vais dire par la suite. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est de vous fixer des objectifs réalistes. 6 mois, c'est long et évidemment, on a tous comme objectif final d'avoir la moyenne ou d'obtenir son DSCG, mais je le sais, j'ai été étudiant, il y en a pas mal qui procrastinent. J'ai été étudiant, j'ai beaucoup procrastiné, et donc il faut pouvoir, enfin moi en tout cas, rétrospectivement, ce qui m'a aidé à valider mon master et à valider toutes les matières, ça a été en gros de me fixer des objectifs à court, moyen terme, et que je vais pouvoir tenir.
c'est inutile de se fixer des objectifs qui soient trop ambitieux en fonction de votre charge, de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle également. Je vous ai fait quelques exemples types. Et ce que nous, par exemple, on donne à nos élèves. Je crois que j'ai quelques profils types, voilà, en fonction des priorités. Donc, je vous donne un exemple concret d'objectifs que vous pourriez vous fixer pour chaque mois. Donc là, en gros, l'objectif, c'est pas de se dire j'ai vu tout le droit des contrats et tout le pénal d'ici l'été, mais c'est d'avoir des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Donc, on pourrait se dire, d'ici la fin du mois d'avril, on va garder en tête les fameuses étapes dont je vous ai parlé. Et d'ici la fin du mois d'avril, eh bien, sur la partie acquisition des connaissances, eh bien, c'est d'avoir vu toutes les vidéos en droit des contrats et en droit pénal. Combien de temps ça me prend? Ça me prend 10 heures. Et ces 10 heures, ensuite, je vais essayer de les dispatcher sur des séances de révision que je vais me mettre, eh bien, le week-end, en soirée, la semaine, etc. Mais il faut que, à la fin du mois d'avril, j'ai fait ces 10 heures en droit des contrats et en droit pénal. Il faut que j'ai fait aussi les QRC associés à ces vidéos. Ça va me prendre 4 heures. Et il faut que j'ai revu les fiches de chaque thème. Et ça, en fait, c'est un objectif que j'ai fixé et qui me semble réalisable en fonction de mon calendrier perso, mon calendrier pro. Objectif de l'étape numéro 2, partie entraînement, je me dis avoir fait l'annale de 2023, avoir développé aussi des automatismes au niveau de la méthode et avoir rendu 2 contrôles sur la plateforme. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut mettre par écrit, je trouve, ces objectifs et il faut que ça soit vraiment très concret, que vous puissiez quantifier le temps que ça va vous prendre. Souvent, on sous-estime le temps que prennent les révisions et c'est pour ça qu'on acquiert du retard. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail de préparatoire qui est hyper important puisque pour avancer sereinement dans vos révisions, il faut pouvoir se fixer ces objectifs et au fur et à mesure, en fait, cocher des cases. Et plus vous allez remplir vos objectifs et plus, en fait, vous allez être un peu, galvanisé par l'avancement de vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez arriver à la fin du mois d'avril, vous aurez coché, en fait, toutes vos cases en disant, OK, avoir vu toutes les vidéos en droit des contrats plus pénal. Ça, c'est fait. J'ai fait tous les QRC associés. OK, nickel. Je vais pouvoir passer à l'étape 2. Et en fait, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement et d'avoir dit ok, j'avance bien dans mes révisions, je vais pouvoir passer au mois de mai, c'est parti, on continue. Alors qu'en fait, d'expérience encore une fois, les candidats se prennent en fait des objectifs un peu plus sur le long terme en disant bon, j'aimerais bien faire un sujet d'anal et avoir vu la moitié du programme de l'UE1 d'ici la fin du mois de septembre. Si vous faites ça, en fait, il y a encore la période fiscale, vous allez partir en vacances, il y a le mois de juillet, etc. Vous allez procrastiner. Vous allez arriver au mois d'août en vous disant « Ah, bah en fait, j'ai vu non pas la moitié, mais un quart du programme. J'ai vite fait regarder un sujet d'anal, mais j'ai pas pu y répondre. Et j'avance pas en fait comme je veux. » Ça va générer du stress et vous allez rusher à partir du mois de septembre. Donc, d'où l'importance de se fixer des objectifs à court et moyen terme. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le concret, puisque forcément, les objectifs, ils sont différents en fonction des profils. J'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous qui ne passaient que l'UE1 et l'UE4, mais il y en a d'autres qui passent 4, 5, 6 UE. Certains ont déjà passé les UE, donc ils savent quand même à quoi s'attendre. Il y a certains candidats qui veulent juste avoir la moyenne, d'autres qui veulent aller choper un 13 pour compenser une mauvaise note, d'autres au contraire qui ont juste besoin d'un 9 pour valider. Et donc, les objectifs ne sont pas les mêmes en fonction des profils de chaque candidat. Et je vais vous donner quelques propositions d'objectifs en fonction de ces profils. Prenons l'exemple d'un candidat qui passe l'UE1 et l'UE4. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont pouvoir se retrouver dans ce profil. Donc, vous êtes un candidat qui passe l'UE1 et l'UE4. Voici ce qu'on pourrait avoir comme planning et comme objectif, du moins pour le mois d'avril et le mois de mai. Ensuite, après, vous pouvez facilement dupliquer et poursuivre sur juin, juillet, août, etc. Mais au moins, ça vous donne une idée et une base de ce que vous pourriez avoir comme organisation mois par mois. Sur le mois d'avril, et ça, c'est ce que j'ai dit par exemple à nos élèves du DSCG.
je vais essayer de me dégager 22 heures pour mes révisions du DSCG. Et ça, ces 22 heures, comment je les ai calculées? Parce que je sais que voilà, je peux prendre un petit peu de vacances à Pâques. J'ai mes week-ends de disponibles, j'ai pas grand-chose de prévu, et je commence mes révisions. Voilà. Mois de mai, bah il y a encore la période fiscale. Je sais qu'il y a les ponts et donc je vais partir en vacances. Mais tout ça, j'anticipe. Et donc du coup, sur le mois de mai, j'anticipe une petite baisse de régime, 14h30 de révision, mais en sachant qu'au mois de juin, je vais rééquilibrer avec 30 heures de révision derrière. Donc, c'est pas grave. On peut adapter son planning en fonction si vous prenez des vacances, si vous avez un peu plus de boulot, si faut garder les enfants, etc. Mais au moins, essayez d'anticiper cela. Et donc, au mois d'avril, encore une fois, on va essayer de quantifier nos objectifs en disant, bah, je passe l'UE1 et l'UE4. Comment je jongle entre les deux UE? Pour moi, une erreur à faire, ça va être de dire, je fais l'UE1 avril, mai, juin, et je fais l'UE4 juillet, août, septembre. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Pour moi, il faut faire un peu de chaque mois. Et donc, voici ce qu'on pourrait se dire. Sur le mois d'avril, l'UE1, je vais bosser toute la partie de droit pénal. J'ai vu toutes les notions en droit pénal. Combien de temps ça me prend? 5h30. Je vais ficher tout le droit des contrats. Ça va me prendre 6 heures et je vais faire une annale de 2023. Faire une annale, ça correspond à quoi? C'est je me mets en condition, je me mets 4 heures, j'essaye de répondre à toutes les questions de tous les dossiers et ensuite je regarde le corrigé, je compare, je m'auto-évalue, je regarde ce qui est à améliorer et je me reprends une session pour faire l'annale de 2024. UE4, je regarde tout le régime fiscal des opérations de restructuration. Et là, c'est hyper précis. C'est-à-dire que je me dis pas, je fais 1 heure de fusion. Non, je regarde vraiment spécifiquement le régime fiscal des opérations de restructuration. Ensuite, pareil, je me fais la méthode sur les opérations de fusion, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il faut quantifier le nombre d'heures que vous allez devoir allouer à l'UE1 et à l'UE4 en vous mettant des actions très précises. Et en fait, en ayant vu ça, après le mois d'avril, après le mois de mai, par exemple, après le mois de mai, donc après ces 2 mois de révision, vous ferez les comptes et si vous atteignez ces objectifs, en fait, vous aurez vu 40% du cours de l'UE1, vous aurez fait vos premiers entraînements en conditions réelles d'examen et donc vous serez davantage prêt pour être sur des épreuves blanches, sur des annales en juin. Vous serez au point sur la méthodologie, vous serez prêt pour enchaîner en fait sur les entraînements au mois de juillet. Donc vraiment, ça, essayez de vous y tenir. Et si vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs, je vais en parler juste après, eh bien, essayez de vous faire une petite rétro. Qu'est-ce qui a pêché? Pourquoi vous n'avez pas fait 6 heures de fichage en droit des contrats, etc. Autre étudiant type, je me focalise sur une seule UE, l'UE1 ou l'UE4 ou l'UE2, etc. Je vais passer un petit peu moins de temps, je ne vais pas faire 20 heures de révision du DSCG, mais je vais peut-être faire 8 heures, 10 heures, mais au moins, je vais m'y tenir. Et ça va être vraiment rentrer dans le détail du programme. Par exemple, le mois d'avril, là, je suis dans la peau d'un étudiant qui passe l'UE4. Mois d'avril, voici mes objectifs. Voir la notion sur le régime fiscal des opérations de restructuration, la méthodologie des opérations de fusion, faire un dossier d'entraînement sur les opérations de fusion. Je vais commencer à bosser l'audit, 1h30, et je vais terminer par faire l'annale de 2023, mais pas unique, mais pas toute l'annale, uniquement la partie fusion. Mais ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez scinder vos entraînements. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre 4 heures pour faire un sujet d'annale. Vous pouvez découper dossier par dossier. Et ça, brique par brique, en fait, ça sera déjà une super avancée si vous arrivez à faire ces 8 heures à la fin du mois d'avril. Si vous cochez toutes ces cases, vous allez voir, croyez-moi, vous allez être hyper content de passer à la suite. Et ça sera, disons que le train sera en marche. Vous avez enclenché votre action de révision et ensuite, vous allez être galvanisé pour continuer sur le mois de mai. Ok, c'est parti sur le mois de mai. Mes nouveaux objectifs, ça va être quoi? Allez, je me suis mis 8 heures au mois d'avril. Là, je vais essayer de
relever un petit peu plus et mettre non pas 8 mais 10h30 sur le mois de mai. Parce que il y a les jours fériés, je vais me mettre 1 heure ou 2 en plus. Et donc, je me mets un peu dans le dur et je vais commencer les retraitements de pré-conso. Retraitement de pré-conso, c'est un gros morceau. Je sais que j'ai en plus un petit peu de mal et donc je vais mettre 3h30. Mais à chaque fois, il faut quantifier ce temps. Quantifier ce temps afin de prévoir vos sessions de révision sur le mois. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes dit, sur le mois de mai, je me mets 10h30 sur l'UE4, et vous allez booker dans votre agenda, et je vais revenir plus tard, vos sessions de révision. Les 3h30 sur les retraitements de pré-conso, vous n'êtes pas obligé de vous faire 3h30 le samedi matin de 9h à 12h30. Non, vous pouvez vous faire 1h, 1h30, 2h, etc. On va y venir juste après. Si par exemple, on est dans la configuration d'un élève qui passe plus de 3 UE cette année, donc en fait, la logique est la même. Encore une fois, plus vous passez d'UE, évidemment, plus vous allez devoir allouer du temps de manière générale à vos révisions du DSCG. Donc là, c'est pas 8 heures, c'est pas 10 heures, mais ça va plutôt être 15 heures, 17 heures de manière générale à allouer aux révisions du DSCG. Et encore une fois, il faut jongler intelligemment avec les UE. Selon moi, il faut faire un petit peu de chaque mois. Mais donc, vous ajustez votre objectif. Vous passez l'UE 1, 2 et 4 cette année. Parfait. Au mois d'avril, vous faites pas d'annales. Ça sert à rien de vous mettre dans des sujets d'annales, mais contentez-vous de faire l'étape 1, acquisition des connaissances. Je me fais tout le droit pénal en termes de notionnel. Et ensuite, je me fais un petit entraînement en droit pénal, mais uniquement 2 heures, sans forcément que ça soit sur un sujet d'annales. Sur l'UE2, pareil, je commence le premier chapitre, la valeur. Pareil, les notions sur le régime fiscal des opérations de restructuration, sur l'UE4, etc., etc. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vos objectifs, ils s'affinent, ils changent en fonction du nombre d'UE que vous passez, en fonction des UE également que vous avez peut-être déjà passés. Et là, encore une fois, vous n'abordez pas les UE de la même façon. C'est-à-dire que je sais qu'il y a pas mal de candidats qui passent le DSCG pour la 2e, pour la 3e fois, donc qui ont déjà fait les épreuves, qui savent à quoi s'en tenir, qui ont déjà été face à une copie au mois d'octobre, et donc qui n'ont pas eu la moyenne. Et donc, il y a encore plus de temps à consacrer sur cette phase préparatoire. Analyser son échec, discerner, faire le bilan aussi. Pourquoi on s'est foiré l'année dernière? Vous avez eu 8, pourquoi? C'est un problème de méthodologie, c'est gestion du temps, etc. Essayez de faire une petite rétrospective, un petit post-mortem et rebondir pour prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que vous vous remettez dans les révisions de l'UE1, de l'UE2, etc., sachant que en fait vous avez eu 4 sur 20 l'année dernière. Est-ce qu'au contraire il ne faut pas rebattre les cartes et vous dire en fait l'UE1, en fait c'est trop pour moi cette année, j'ai pas le temps tout simplement à me consacrer à l'UE1 et je vais uniquement me focus sur l'UE3 ou l'anglais et très bien. Je pense qu'il vaut mieux se focus sur certaines UE et de les valider cette année plutôt que de se dire allez je passe les 7 cette année et au pire j'y vais en touriste. Mais j'y vais quand même. Sauf que en fait, le risque, c'est que vous allez vous prendre une note éliminatoire et vous aurez quand même consacré du temps que vous auriez pu consacrer sur d'autres UE pour valider haut la main. Et donc, c'est aussi la question que je pose aux candidats qui me disent « Moi, en fait, j'ai des dispenses sur les UE, enfin, sauf l'UE, et donc je ne passe que l'UE1 et l'UE4. » C'est le cas des candidats qui ont un Master CCA, par exemple, ou le DSGC. Le diplôme de l'Intech. Je fais très bien. Vous avez la possibilité, effectivement, de prendre des dispenses et de passer uniquement l'UE1 et l'UE4. Mais attention, vous avez aussi la possibilité de passer quand même ces UE, même si vous avez des dispenses, et d'adopter une stratégie de compensation de notes. C'est-à-dire que y a pas mal de candidats qui passent uniquement l'UE1 et l'UE4, qui ne valident pas et qui, de très peu, hein, qui ont 9,5, mais qui auraient pu peut-être valider le DSCG en passant l'anglais, en passant MSI, en ayant 15-16 sur 20, parce que en fait,
c'est des UE qui sont pour eux rentables, ils ont un bon niveau d'anglais et donc c'est facile d'aller choper un 14-15 sur 20 et donc de pouvoir compenser un 9, un 9,5. Parfois ça se joue à pas beaucoup et donc ça peut aussi valoir le coup de passer des UE qui vous semblent faciles même si vous avez des dispenses pour compenser un 9 ou un 9,5. Donc essayez d'y réfléchir aussi parce que ça peut valoir le coup de passer ne serait-ce que quelques heures à préparer des UE comme le MSI, comme je disais, l'anglais, ou même l'UE5, et d'avoir un 14, 15 sur 20, et de valider votre DSCG, plutôt que de vous dire, je passe uniquement l'UE1 et l'UE4, mais de ne pas valider à 0,5, voire à moins, votre DSCG. Et donc, comme je vous le disais, hein, je reviens sur mes objectifs, il faut aussi pouvoir suivre l'avancement de vos révisions et de vos objectifs. Ce que je propose aux élèves de ProConta, parce que c'est bien beau de se dire on va se fixer des objectifs, allez, on se met 10 heures cette année, très bien, mais on se fait un point en fait régulièrement. Et on va se faire un point avant l'été, avant le mois de juillet. Et on se fait le point, on fait le résultat des courses, et je sonde nos élèves, et je leur dis, vous êtes à moins de 50% d'avancement de vos objectifs, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu cocher toutes les cases. Ok, identifions les raisons pour lesquelles vous n'avez pas validé tous vos objectifs. Est-ce que identifiez vos difficultés, identifiez ce qui vous a pris plus de temps. Est-ce que le fait de ficher, ça vous a pris plus de temps que prévu? Ok. Comment vous avez l'habitude de ficher? Est-ce qu'il y avait peut-être des remises à niveau que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas anticipées et qui étaient nécessaires? Et en fait, on construit aussi ce programme au fur et à mesure. Il peut y avoir voilà des choses, des imprévus qu'on n'avait pas vu venir. Si vous êtes malade, si vos enfants sont malades, la famille, etc. Mais tout ça, ça s'anticipe. Tout ça, ça s'anticipe sur votre agenda. Si vous avez prévu des soirées, des week-ends avec des amis, avec la famille, etc. Anticipez tout ça et construisez votre agenda en fonction de votre planning perso et professionnel. Et ce temps que vous allez consacrer au DSCG ne doit pas être perturbé. En fait, tout ça, ça a pour objectif d'éviter d'accumuler du retard et de fait d'accumuler du stress pour souffler éventuellement un petit peu en vacances cet été et ne pas vous retrouver en fait à la rentrée en septembre en vous disant j'ai rien fait, il faut que je bosse l'UE1 et l'UE4 et j'ai 2 mois pour réviser. Et ça va être le rush et vous n'allez pas réviser dans les bonnes conditions et je pense que vous allez vous en mordre les doigts. Et donc, voilà, c'est l'art de la planification, ça ne s'invente pas. Ça s'anticipe, il faut identifier vos contraintes récurrentes, voilà, le travail, les études, les enfants, la famille, les amis, etc. Les plages aussi durant lesquelles vous pouvez réviser dans la semaine, les week-ends. S'il y a des week-ends, voilà, les ponts de mai, si vous partez en vacances, anticipez-les. C'est-à-dire que ça, vous ne pourrez pas bosser le DSCG. Au contraire, vous n'avez rien de prévu et c'est l'occasion de vous mettre des sessions de révision de 2-3 heures. Et donc, c'est hyper important de se créer un planning de révision. Et c'est pas facile, je trouve que c'est hyper dur de se créer un planning de révision et surtout de s'y tenir. Mais voilà, je trouve que c'est nécessaire pour pouvoir avancer sereinement sur les 6 mois qui vous séparent des examens. Il y a des outils qui sont faits pour ça, qui peuvent vous aider justement à organiser votre temps. C'est gratuit, il y a Trello, il y a Notion. Nous, on propose des plannings à nos étudiants sur Notion notamment, où en fait, c'est la méthode Kanban. Hein. Vous créez des petites colonnes où vous allez avoir votre to-do, toutes les tâches en cours, toutes les tâches qui sont terminées. Et je trouve que ça structure bien votre avancement de vos révisions. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser votre agenda, votre Google Agenda, votre agenda Outlook, vous mettre des plages horaires sur lesquelles on ne pourra pas vous mettre de réunions, on ne pourra pas vous proposer de faire des restos, des déjeuners. Et c'est incompressible. Et vous pouvez tout à fait utiliser ces agendas. Moi, j'utilise aussi mon téléphone pour me mettre des plages horaires et qui sont incompressibles. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire ça. Vous pouvez même vous mettre des post-it, vous pouvez, je sais pas, dans le mur de votre chambre ou de votre salon, je sais pas, tout est possible. Hein. Vous mettez à la craie, des colonnes avec des post-it.
où en gros, ça va vous forcer en passant devant votre porte d'entrée tous les jours en disant « Ah tiens, il faut que je bosse droit des contrats, il faut que je termine l'anal que j'ai commencé la semaine dernière. » Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous dire également, ça va être hyper important là sur ces 6 derniers mois. Ça va être de passer d'un étudiant, ce que j'appelle logique, à un étudiant pragmatique. Retenez bien ce que je vais vous dire et retenez bien vraiment ce tableau parce que ça va être décisif dans les 6 derniers mois de votre préparation. Pour réussir le DSCG, il faut être efficace et pour être efficace, il faut être pragmatique. En gros, ce que vous devez retenir, il y a, comme je viens de vous le dire, il y a 2 types d'étudiants. Les étudiants dits logiques et les étudiants dits pragmatiques. Vous êtes en majorité d'expérience, c'est ce qu'on constate chez ProConta, des étudiants logiques en démarrant votre prépa au DSCG avant l'été. Et les étudiants logiques, en fait, ils donnent leur priorité à leurs cours. Et donc, ils se disent, en fait, ils attendent d'avoir le sentiment de maîtriser leurs cours, la partie notionnelle, toute la base de connaissances, avant de faire des entraînements, des examens. Et donc, ils préfèrent le sens au résultat, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment s'en tenir au programme, ils veulent vraiment avoir vu toutes les définitions, toutes les notions, etc. Avant en fait de faire des exercices et de passer à la pratique. Et donc ils ont une représentation assez rigide des examens, c'est-à-dire que pour eux les entraînements ne doivent être réalisés en conditions réelles que voilà dès le premier coup, dès le premier sujet. Et donc voilà, donc c'est vraiment un type d'étudiant. C'est souvent ceux qui s'y prennent, en fait, ceux qui s'inscrivent à notre préparation 1 an à l'avance pour être assez confortables et qui donnent la priorité à leurs cours. C'est-à-dire que ils prennent le temps de ficher, ils veulent connaître leurs cours parce que c'est rassurant. Et c'est le genre d'étudiant qui est assez anxieux et qui a besoin de se rassurer avant de se mettre un peu en difficulté, si je puis dire, sur des exercices pratiques. Et donc, ils préfèrent comprendre leurs cours avant de faire un examen plutôt que de projeter sur un examen où ils ne maîtrisent pas, ou pas complètement en tout cas le contenu. Et donc ce qu'on constate en tout cas sur nos élèves, c'est que, eh bien, ils se mettent pas assez en condition. Ils ne font pas des exercices et ils ne rendent que 20 à 30% des sujets qu'on leur propose. Parce que chez ProConta, on propose des contrôles, des épreuves blanches. Et du coup, eh ben, eux, ils préfèrent attendre de voir tout le programme avant de se mettre dans le bain, si je puis dire. Dès le mois de juin, alors je parle pas pour tout de suite, mais dès le mois de juin, il va falloir passer sur une autre configuration et plutôt sur un profil d'étudiant qui va être pragmatique et qui va primer plutôt la partie entraînement à la partie cours. En fait, dès cet été, il va falloir donner la priorité aux entraînements. En fait, donc un étudiant pragmatique, j'explique ce que c'est. C'est un étudiant en fait qui va faire les entraînements coûte que coûte. En fait, sa méthodologie, ça va être d'apprendre en faisant. Et en fait, il va s'autoriser des libertés pour les premiers sujets. C'est-à-dire que il va traiter une annale qui, en théorie, est censée être faite en 4 heures, mais il va se dire, pas grave, moi je me mets 3 heures. Je réponds pas à toutes les questions, mais c'est pas grave, je me laisse cette liberté. Et à la limite, je m'aide de mes fiches et de mon cours. Pour la première fois, en tout cas. Mais c'est pas grave, je me laisse en tout cas cette marge de manœuvre. Mais au moins, je vais rendre tous les contrôles, tous les sujets, et je vais faire tout de suite. Et c'est pas grave si j'ai pas vu tout le programme, c'est pas grave si je ne sais pas répondre à toutes les questions, mais au moins, je me mets dans le bain. C'est pas grave si je me plante sur des questions parce que je vais aussi apprendre de mes erreurs, je vais avoir le retour sur le corrigé, sur mes correcteurs qui vont m'aiguiller et m'apprendre comment je vais pouvoir me corriger. Et en fait, d'expérience, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez plus de chances en termes de probabilité de tomber en octobre sur un sujet qui aura été vu dans le cadre de vos entraînements plutôt qu'un sujet que vous aurez lu ou une notion que vous aurez vue en plein milieu d'un polycopié. En fait, lire un polycopié, un polycopié de cours, c'est très plat, ça va pas vous donner en fait des ordres de priorité dans vos révisions. Et moi, à mon sens, les entraînements de préparation, ça a une dimension beaucoup plus prédictive parce que un sujet, c'est le résultat de plein d'arbitrages, c'est le produit de plein de choix pédagogiques et finalement, peu importe si vous connaissez votre cours en octobre, le plus important c'est
ce que vous aurez fait pendant l'été et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui va être efficace. Donc en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le plus important, c'est pas forcément de respecter le canevas de l'épreuve, mais c'est de rendre un maximum de devoirs en se disant qu'au 3e, au 4e sujet, c'est à ce moment-là que vous allez respecter les fameuses conditions réelles d'examen. Essayez de ne pas vous aider de votre fiche, de vos cours, de respecter la deadline, le timing, etc. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le temps de ne pas faire d'impasse, mais dès le mois de juin, il va falloir vraiment commencer à être un étudiant pragmatique et à mettre la priorité plutôt sur les entraînements, même si vous n'avez pas fini l'apprentissage du programme et si vous n'avez pas vu tout le notionnel du programme. Ce n'est pas grave. Il faut pouvoir commencer les exercices, les sujets d'anal, etc. Donc, pour résumer, à garder en tête, si vous ne deviez retenir qu'une slide, c'est celle-ci. L'étape numéro 2, la partie entraînement et consolidation des connaissances, c'est la plus importante, qui plus est à partir de cet été. Restez focus, sans multiplier les ressources pédagogiques. C'est ce que je dis aux élèves de ProConta. Chez ProConta, on vous a mis toutes les ressources pédagogiques et vous avez largement de quoi faire en termes d'entraînement, en termes de socle de connaissances pour valider haut la main. Ça ne sert à rien d'aller se procurer des manuels à droite, à gauche, etc. parce que ça va être contre-productif, ça va vous embrouiller l'esprit, et alors que vous avez vraiment toutes les armes en main pour réviser efficacement. Respectez ce principe de progressivité et développer un sens des priorités, comme je vous l'ai expliqué en fonction des profils de chacun. Le macro avant le micro, c'est-à-dire qu'il faut lire quand même l'entièreté du programme, essayer d'avoir une vision globale de ce qu'on va vous demander sur l'épreuve et sur du programme avant de tout de suite vous mettre à ficher sur les notions, sur chaque notion du programme. Voilà, le cœur du programme avant sa périphérie, en fonction des UE, c'est-à-dire que forcément vous allez aussi mettre l'accent sur les sujets brûlants, ceux qui tombent, qui sont le plus tombés sur les dernières années. C'est-à-dire que je vous redonne l'exemple de l'UE1, mais l'UE1, statistiquement, si vous regardez les sujets des dernières années, il y a des thèmes qui reviennent quand même plus souvent. Il y a des thèmes brûlants, le droit des contrats, le pénal, et il y a des thèmes qui, l'environnement de la société, ou la fin de la société, je crois, c'est très très rare que ça tombe. Je dis pas que ça ne va pas tomber en 2025, mais ça va accorder peut-être moins de priorité, et vous allez accorder peut-être moins de temps à ces thèmes plutôt que les gros morceaux qui, il y a peut-être plus de chances que d'avoir des questions sur ça. Conserver une place du coup importante pour l'entraînement dès le mois de juin, vraiment j'insiste, et conserver un regard critique sur votre organisation. Est-ce que chaque mois, posez-vous ces questions, est-ce que le planning que je me suis fixé, les objectifs sont réalisables, est-ce que je vais pouvoir tenir sur la longue, est-ce que justement je vais pas éviter ce que je dis aux élèves, c'est le burn-out, en fait, le claquage sur le dernier sprint, et donc essayer de faire le point, et nous on dit à nos élèves de nous appeler, on fait beaucoup de coaching pour justement les aider à essayer d'y voir un peu plus clair, est-ce que tu n'as pas trop surestimé ton planning, etc. Et de vraiment conserver un regard critique sur son organisation. Voilà, j'ai un peu grappillé du temps sur l'heure. Vous avez peut-être une pause déjeuner à maintenir. Mais avant de dire un mot sur notre accompagnement, je vais quand même regarder le chat si vous avez des dernières questions avant de dire le mot de la fin. Mais je vois... Ouais, voilà, donc Rebecca, qui me posait la question sur le mémoire. Si vous le passez l'année prochaine, effectivement, l'agrément, c'est généralement à la même date, c'est début avril. Donc, si vous savez que vous passez le mémoire l'année prochaine, anticipez. Et donc, voilà, choisissez bien votre sujet, toutes les ressources bibliographiques, la problématique, hyper important. Vraiment, l'agrément, c'est le plus gros du boulot. Donc, anticipez bien pour que ça soit ça de moins à faire l'année prochaine. Où peut-on trouver, Marie, ce planning proposé sur Notion pour les élèves de ProConta?
sur la plateforme de ProConta. Mais je ne sais pas si vous êtes élève, Marie. Si ce n'est pas le cas, je crois avoir animé un live sur l'organisation des révisions et, sauf erreur, et je me trompe peut-être, l'avoir mis en ressources complémentaires juste sous la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous envoyer un petit mail et on vous enverra ce planning Notion où en gros vous avez une sorte de dashboard qui vous permet de créer des sessions de révision avec pas mal de ressources, etc. Super. Alors, il me semble normalement que j'avais animé un live. Vous pouvez, dans le thème Bienvenue chez ProConta, sur l'organisation des révisions, j'avais mis en ressources complémentaires le Notion. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un mail et je pourrai vous l'envoyer par retour de mail, évidemment. Alors, Axel, est-ce qu'il y a un planning personnalisé pour chaque étudiant ou c'est un planning général pour tout le monde? Alors, Axel, c'est une bonne question. Nous, on donne de manière générale un planning pour l'ensemble de nos élèves, avec en gros le planning idéal, mais c'est plutôt un planning macro. Parce que en fait, chaque élève a ses contraintes, chaque élève n'a pas la même stratégie, donc c'est quasiment impossible de donner en fait un planning type parce que c'est très personnalisé. Donc si vous voulez, chez ProConta, on donne un planning idéal avec des étapes clés. Et ce qu'on propose à nos élèves, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Donc on fait du coaching. On a notamment une personne qui s'appelle Alain qui coach depuis des années nos élèves du DSCG. Et en fonction de vos contraintes, de votre planning familial, professionnel, en fonction du nombre d'yeux que vous passez, si vous avez déjà passé des yeux, enfin, vraiment, il y a plein de contraintes. Et on essaye de vous guider et de vous donner un planning aussi personnalisé que possible et en fonction des contraintes que vous allez nous expliquer. Donc, disons qu'il y a un peu les deux. On donne une grande ligne générale à nos élèves qui passent le DSCG, en vous donnant quelques exemples, voilà, en fonction du profil type. Mais ce qu'on vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec nous afin que vous puissiez nous dire toutes vos contraintes et toutes vos exigences, votre stratégie, vos objectifs, pour qu'on puisse vous proposer un planning ou du moins vous aiguiller en vous disant, en fonction de ce que tu viens de nous dire, là sur les 6 prochains mois, moi je te conseille sur le mois de mai, d'accorder tant de temps sur lieu 1. Tu peux commencer par ça, par le droit pénal, etc., etc. Donc on essaye d'individualiser au maximum la préparation via des séances de coaching en ligne, en visio ou un téléphone pour nos élèves. Également, on a, parce que ça me fait penser à ça, on a un serveur Discord avec l'ensemble de nos élèves qui permettent d'interagir. Alors nous, on interagit beaucoup via Discord. C'est un canal de communication supplémentaire, mais ça permet également à nos élèves d'interagir entre eux et de se tirer, entre guillemets, un peu vers le haut, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui ont déjà passé certaines yeux, qui l'ont réussi, et donc qui peuvent faire part aussi de leur retour d'expérience, partager des bonnes pratiques et raconter un petit peu comment eux ils ont vécu leur année de préparation l'année dernière. Et donc je sais qu'il y a des groupes de révision qui se forment à distance, parfois en présentiel, et c'est un serveur qui est très actif et qui continue de s'activer, notamment à quelques mois de l'examen. Donc voilà, ça permet aussi de partager des bons retours d'expérience, de poser des questions, de se rassurer, de ne pas être seul dans sa préparation. Et ce serveur Discord marche très bien. Ça permet aussi aux profs, à nous, équipe ProConta, d'interagir et d'être le plus réactif possible aussi sur vos questions, sur vos retours, vos besoins, pour pouvoir avoir la préparation la plus individualisée possible. Van qui nous pose la question, tous les cours sont en streaming, aucun cours en direct en ligne. Eh bien, ça me permet de faire une parfaite transition sur notre accompagnement, Van, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez ProConta. Alors, je vous ai remis nos tarifs, mais ça, vous les retrouvez sur notre site. Vous pouvez financer de votre poche ou via ce qu'on appelle un financement tiers, via votre CPF ou via votre employeur ou via France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Voilà, je vous ai remis les tarifs. On a des tarifs de pack. La durée d'accès n'est pas exactement la même forcément puisque si vous choisissez un pack 7 UE, on part du principe que vous avez une stratégie sur le long terme et que vous allez passer les 7 UE non pas uniquement sur 2025 mais sur 2026 également.
Et donc, vous avez accès à la plateforme pour passer sur les 2 sessions, donc en novembre 2026. Voilà, donc comme je vous disais, vous avez plusieurs façons de financer votre préparation. Vous pouvez financer l'entièreté de votre formation ou une partie. Par exemple, nous, on a le pack 7UE, par exemple, il coûte quasiment 4 000 €, mais vous n'avez peut-être pas 4 000 € sur votre cagnotte CPF. Pas de problème. Vous pouvez prendre votre cagnotte CPF si vous avez, je ne sais pas, 2 500 ou 3 000 et abonder, c'est-à-dire payer de votre poche le reste à charge. C'est tout à fait possible. J'ai animé un live et vous avez le replay de ce live avec un lien téléchargeable sur le support où je vous explique vraiment dans le détail comment financer sa formation, notamment pour le DSCG. Et si jamais vous avez la moindre question, prenez rendez-vous avec nous ou avec Léna qui est sur le chat si vous souhaitez avoir plus de précision sur les modalités de financement, sur les tarifs, sur les durées d'accès, sur de programmes également. On a ce qu'on appelle un programme égalité des chances, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer une formation chez nous, eh bien, on a ce programme qui existe, qui est grosso modo une bourse et qui vous permet d'obtenir une réduction significative sur le prix de nos préparations. Ça peut aller jusqu'à 70%. Il y a un dossier à remplir. Si vous n'avez pas de CPF, si vous n'avez pas, voilà, si vous ne gagnez pas assez, que vous n'avez, voilà, encore une fois, pas les moyens financiers, vous pouvez remplir ce dossier et il y a des commissions au sein de ProContact qui ont lieu régulièrement et on vous dit si vous êtes éligible ou pas à ce programme égalité des chances. On a une garantie seconde chance également, c'est-à-dire que si vous ne réussissez pas l'UE préparé, eh bien on s'engage à vous redonner gratuitement l'accès à vos cours en cas d'échec. Alors il y a quand même une condition d'assiduité, c'est-à-dire que si vous ne réussissez pas, mais que vous n'avez vu aucun cours, que vous n'avez rendu aucune épreuve, bah forcément c'est pas justifié. Mais par contre, si vous avez suivi assidûment les cours, que vous avez rendu vos épreuves, mais que eh bien vous n'avez pas eu la moyenne, eh bien on s'engage à vous redonner gratuitement l'accès à vos cours. Ça, pareil, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous, à nous poser la question et on pourra vous donner vraiment tout le détail sur cette garantie seconde chance. Donc voilà, donc si vous avez vraiment la moindre question sur voilà, quels sont les pièges à absolument éviter, comment il faut que je gère mes révisions, ça dure combien de temps la préparation chez ProContact, qui sont les profs, il y a combien de cours, etc. Prenez rendez-vous avec nous, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir interagir avec nous, de prendre le temps aussi de nous expliquer votre projet, votre stratégie, et on prendra le temps de vous expliquer et de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous ai mis le numéro de téléphone. Si vous souhaitez également regarder à quoi ressemblent nos enseignants, vous avez pas mal de lives et des extraits de cours sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir à quoi ressemble un cours chez ProContact, eh bien regardez nos précédents lives. Vous pouvez voir Pierre-Louis Gourdou, Charles Abédia, Frédéric Bottaro. Il y a des lives à venir prochainement, avec des lives très pédagogues. Je sais qu'on va en faire un, notamment en juin, sur le Goodwill, avec Charles Abédia, qui va vous expliquer pendant 1 heure. En gros, le Goodwill, vous verrez, c'est Charles Abédia est très apprécié de nos élèves parce que il arrive à faire comprendre des notions hyper techniques, notamment le Goodwill. Enfin, sur l'UE4, il y a des choses quand même hyper techniques. Et je vous invite vraiment à assister à ce live parce que c'est hyper intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Je regarde. Donc voilà, donc vraiment pour répondre à votre question, Van, tous les cours sont à distance, ils sont disponibles en replay. Donc si jamais pour X raison vous ne pouvez pas assister aux cours en direct, ils sont disponibles en replay. Mais on a donc des capsules de cours, donc des capsules de vidéos notionnelles qui sont synthétiques. Par exemple, pour l'UE1 et l'UE4, il y a à peu près 140-150 vidéos. Mais ça, c'est vraiment sur les notions. Ensuite, on a des cours en direct qui auront plutôt lieu le soir vers 19h, 19h30, parfois le week-end. Et là, c'est vraiment des cours d'entraînement où vous faites des exercices, on vous donne des exercices à faire en amont et c'est revu en direct avec votre enseignant pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est vraiment de la pratique. Il y a des rappels de cours, de méthodologie. Vous pouvez poser vos questions en direct à l'enseignant qui y répond. Enfin, c'est hyper interactif. Donc si, il y a du direct, tout est en replay. Et voilà. Donc il y a encore pas mal de cours à venir là jusqu'en septembre. Pour le DSCG,
Ce qu'on propose également, c'est qu'on fait des semaines de révision intensive entre le mois de septembre et le mois d'octobre, un peu dernière ligne droite, c'est-à-dire que on fait une semaine pour chaque UE d'entraînement. Tous les jours, il y a des lives. Et on repasse vraiment sur les notions qui posent le plus de difficultés. On répond à toutes les questions pour essayer de balayer les dernières difficultés qui subsistent. Pour vraiment avoir les dernières couches de vernis pour aborder le plus sereinement possible les épreuves. Donc ouais, effectivement, Van, effectivement, les cours, c'est le soir en semaine, 19h ou 19h30, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Parfois, c'est le week-end, ça peut être le samedi après-midi, parfois le samedi matin, parce que forcément, il y a pas mal de candidats au DSCG qui bossent la journée et donc qui ont plus de temps à allouer le week-end ou en soirée. Peut-on payer un pack de 5 par exemple et passer juste 3 UE en octobre? J'ai rien commencé pour l'instant, UE2 et UE3. Oui, c'est possible. Comme je vous le disais, juste ici, en fait, pour le pack 5 UE, vous avez dans tous les cas accès à la plateforme jusqu'en novembre 2026. Donc en fait, libre à vous d'avoir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que vos 5 UE, vous n'êtes pas obligé de les passer là en octobre 2025. Vous pouvez vous dire l'UE2 et l'UE3, ce sera pour 2026. Là, vous pouvez vous focus sur d'autres UE et donc vous n'êtes pas obligé d'assister au cours de l'UE2 et de l'UE3 si vous les passez en 2026. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Vous aurez dans tous les cas accès aux cours de l'UE2 et de l'UE3 l'année prochaine et vous pourrez évidemment rendre vos épreuves blanches et vos contrôles et avoir une vidéo correction de votre travail. Voilà. Il est bientôt 14h, j'ai pris un petit peu plus de temps que de prévu, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ces 6 prochains mois de révision. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, je reste encore quelques secondes si vous avez des dernières questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur ProConta, eh bien, appelez-nous. On reste vraiment à votre disposition. On anime pas mal de live, nous, l'équipe de ProConta, avec nos élèves, pour leur parler organisation, pour les coacher, organiser leur révision, comment utiliser l'IA pour organiser leur révision. On essaye vraiment d'être au plus proche et de ne pas surtout les lâcher parce que ça peut être vraiment un écueil de la part des candidats qui en fait s'inscrivent plus pour se rassurer et en fait laissent un peu couler et en fait ont besoin d'un cadre et d'une équipe qui est là pour les remotiver, pour leur dire attention, j'ai vu que t'as pas été très assidu ce mois-ci sur l'UE que tu souhaites passer en octobre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises? Enfin voilà, on essaye vraiment de mettre un point d'honneur à l'assiduité de nos élèves pour qu'il n'y ait pas de décrochage, pour qu'il y ait des révisions constantes et ça marche puisque si vous regardez nos taux de réussite, on a des taux de réussite qui, pour les étudiants qui sont assidus, pour les UE1 et UE4, sont de l'ordre de quasiment 70%. Donc ça prouve que ça fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que je vous retrouverai sur un prochain live, mais plutôt côté élève, sur nos plateformes de ProConta, sur des rendez-vous de coaching. Et d'ici là, je vous retrouverai sur de prochains lives en mai ou en juin, des lives publics, si je puis dire, qu'on continue d'animer. Nous, on ne fait pas de pause chez ProConta, on sera là en juillet, on sera là en août. Même si c'est l'été, même si il y a les vacances scolaires, on continue de bosser le DSCG de façon constante et intensive jusqu'au mois d'octobre et on ne lâche pas nos étudiants. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour vos 6 prochains mois de révision. J'espère à très vite sur la plateforme de ProConta et encore une fois, on reste à disposition pour répondre à toutes vos questions par téléphone ou par mail. Salut à tous et bonne fin de journée, à très vite. Ciao!